L'heure est venue pour l'audience dans l'affaire nationale TPS Alliance contre Christine Nom. Les appelants. Souhaitez-vous commencer? Bonjour. Welch, États-Unis. Je réserve. Excusez-moi une seconde. Je vais juste changer de chaise. Celle-ci est plus haute que l'autre. Pour pouvoir voir qui parle. Très bien. Merci. D'accord. Bonjour. Sarah Welch pour les États-Unis. Je voudrais réserver 4 minutes pour la réplique. Surveillez l'heure. Merci. Plaise à la Cour. La Cour suprême est déjà intervenue 2 fois dans cette affaire pour permettre que les décisions du secrétaire de mettre fin au TPS pour le Venezuela prennent effet. Ces décisions donnent amplement de raison à la Cour de réévaluer ces décisions rendues jusqu'à présent dans cette affaire, et la Cour devrait maintenant infirmer. La loi sur le TPS est orientée en plusieurs points vers la fin des désignations TPS. Le Congrès limite la durée des désignations. Réexamen périodique. Et si le secrétaire conclut qu'une désignation ne remplit plus les critères statutaires, la loi exige qu'il mette fin à la désignation. Lorsque le secrétaire Mallorca a agi à la 11e heure pour dépasser les limites de durée d'une prorogation et a pris la mesure inédite de regrouper des fins de TPS hors cycle afin d'accorder de fait une prorogation illégale de la désignation du Venezuela de 2020. Excusez-moi, de la désignation du Venezuela. Le secrétaire a à juste titre annulé cette prorogation bien avant sa date d'entrée en vigueur. Le Congrès a également limité le contrôle juridictionnel dans la loi sur le TPS, reconnaissant que les désignations, prorogations et fins de TPS impliquent des prérogatives fondamentales de l'exécutif et des questions de politique étrangère, de diplomatie et de sécurité nationale, qui sont des domaines classiques dans lesquels le pouvoir judiciaire est mal placé pour remettre en question les pouvoirs politiques, concluant que les risques du contrôle juridictionnel l'emportent sur les risques d'erreur de la branche exécutive. Le Congrès a stipulé qu'il n'y a, je cite, aucun contrôle juridictionnel de toute décision du secrétaire concernant la désignation, la fin ou la prorogation d'une désignation. Le tribunal de district a refusé à tort de donner effet à cette limitation lorsqu'il a examiné les 3 décisions concernant la prorogation ou la fin des désignations TPS. Une décision ultérieure et le temps écoulé ont rendu caduque le volet Haïti de cette décision. Seules 2 conclusions relatives au Venezuela sont désormais devant la Cour. Je répondrai volontiers à toutes les questions de la Cour. Sinon, j'aimerais commencer par l'interdiction du contrôle juridictionnel. Très bien. Pour commencer, je voudrais simplement comprendre quels termes des ordonnances de sursis de la Cour suprême, selon vous, affectent réellement cette affaire. Bien sûr, monsieur le juge, la Cour suprême applique le test de Winter pour évaluer s'il convient d'accorder un sursis dans une affaire. Les facteurs de Winter peuvent exiger l'examen de la probabilité que le gouvernement l'emporte sur le fond de son appel ultérieur et de la probabilité qu'une affaire mérite d'être examinée par la Cour suprême. Pour accorder son sursis, la Cour suprême a donc dû examiner la probabilité de succès sur le fond et conclure que le gouvernement était susceptible de l'emporter sur le fond. Je mettrai en avant 2 points. Nous n'avons pas plaidé le fond des moyens pour arbitraire et caprice. Nous n'avons invoqué que l'interdiction de contrôle 1254 AB4A. Donc, pour accorder un sursis, la Cour suprême a dû conclure à notre probable succès au fond du moyen. Et notre seul argument concernant l'annulation, en particulier s'agissant du moyen tiré de l'autorité légale, était que le secrétaire disposait bien de l'autorité légale pour annuler la prorogation relative au Venezuela quelques jours seulement après son adoption. La Cour suprême a donc dû conclure que nous étions susceptibles de l'emporter sur le fond de ce moyen. Qu'elle ait ou non fourni un raisonnement, publié un avis, nous ne pensons pas que cela affecte le fait qu'elle ait examiné cette question et donc l'effet de sa décision sur la Cour. La Cour elle-même n'a, du moins jusqu'à présent, pas considéré une telle ordonnance sommaire comme faisant jurisprudence. Ceci se distingue de l'affaire Boyle-Wilcox. Je pense que les 2 décisions dans cette affaire représentent une paire en soi.
où la Cour suprême a traité sa première ordonnance de sursis dans cette affaire comme contrôlant de fait sa deuxième décision de sursis, lorsqu'elle a déclaré que les arguments des parties et leurs positions relatives restaient les mêmes, et donc que le même résultat a été justifié. Donc je pense qu'elle a traité la première décision de sursis de la NTS comme contrôlant de fait la seconde, de la même manière que Wilcox a de fait contrôler Boyle. Mais quelle partie? Je veux dire, il pourrait y avoir plein d'autres facteurs. Est-il possible que la Cour suprême ait décidé que les considérations d'équité étaient si à sens unique, compte tenu de l'action de l'exécutif et de la déférence envers cette branche, que cela a été déterminant? Comment savoir dans quelle mesure ces décisions antérieures portaient sur l'équité plutôt que sur le fond? Simplement sur la base du test à 4 facteurs que la Cour considère qu'elle a décrits comme motivant ses décisions, l'un de ces facteurs étant la probabilité de succès sur le fond. C'est exact. Mais ce ne sont pas des éléments, n'est-ce pas? Ce sont des facteurs. Donc, la Cour elle-même ne nous a pas dit comment elle est parvenue à une conclusion sur chacun de ces facteurs. Tout ce que nous avons, c'est que vous avez soumis ces 4 facteurs à la Cour suprême dans vos arguments et qu'elle a conclu d'une manière ou d'une autre que ces facteurs jouaient en votre faveur. Je crois que la Cour suprême a dit que la probabilité de succès au fond prime, donc serait rare. De penser qu'elle n'avait pas du tout évalué ce facteur en arrivant à sa conclusion. Il est vrai qu'elle ne nous a pas fourni d'analyse sur la manière dont elle a appliqué chacun de ces facteurs, mais nous pensons que la Cour devrait certainement prendre en compte les 2 interventions de la Cour suprême dans cette affaire spécifique lors de son évaluation. Et j'aimerais également aborder l'argument principal des plaignants dans leur mémoire, selon lequel la décision antérieure de cette formation devrait faire autorité à titre de précédent dans la présente affaire. Et nous pensons que c'est inexact pour plusieurs raisons. D'abord, une requête demeure pendant demandant à cette Cour d'annuler sa décision antérieure. La voie la plus ordonnée est de statuer dessus, l'accueillir et annuler la décision précédente, devenue sans objet peu après son prononcé, avant que nous ayons pu solliciter un réexamen, à peine quelques jours ouvrables plus tard. En conséquence, accorder celle-là, puis celle-ci, sinon, statuer sans examiner l'annulation. N'est-ce pas? Les mémoires sur cette requête ne viennent-ils pas tout juste d'être clos? Et je crois que c'était il y a quelques semaines. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je pense que la manière la plus ordonnée de procéder serait de statuer sur cette requête avant de statuer sur cette affaire. Comment? Je suppose. La question est de savoir comment. Je suppose. La doctrine Munsingware ou l'analogie s'appliquerait à l'annulation de l'ordonnance précédente. Il n'y a pas de... Je veux dire, est-ce que notre première ordonnance ou notre ordonnance de procédure est techniquement sans objet? Est-ce le bon terme pour cela? Je pense que l'affaire est devenue sans objet. C'est ainsi que je la décrirais. Donc une tentative de solliciter un réexamen en banc ou un examen par la Cour suprême de l'arrêt ne serait plus possible parce que l'affaire est maintenant sans objet. Et donc, la Cour, dans au moins 3 décisions que nous avons citées dans notre mémoire relatif à cette requête, a décidé d'annuler un arrêt de formation rendu lorsque l'affaire est devenue sans objet. Et cela se passe généralement dans l'autre sens, n'est-ce pas? Où nous sommes ici au milieu et la Cour suprême. Il se passe quelque chose qui entraîne une perte d'objet entre nous et la Cour suprême. Et la Cour suprême dit alors, eh bien, la Cour d'appel devrait probablement annuler cela. Mais dans ce cas, l'effet de la perte d'objet vient du tribunal de district. Nous, c'est ça donc. Avons-nous des décisions nous indiquant que la perte d'objet est la bonne façon de penser lorsqu'un tribunal de district va simplement de l'avant? Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute qu'il avait compétence pour le faire. Et aller de l'avant et éclore l'affaire en temps voulu. Avant que vous ayez eu l'occasion. Et je pense que nous avons vu des demandes d'audience traitées plus rapidement qu'en une semaine. Mais avant que vous ne déposiez votre demande d'audience. Pourquoi cela relève-t-il de la caducité quand Munsingware vise nous et la Cour suprême? Oui, 2 points. D'abord, si nous avions pu obtenir l'autorisation et déposer une requête en 3 ou 4 jours ouvrables avant que le tribunal rende son jugement final, après l'arrêt du 29 août, la Cour plénière n'aurait probablement pas pu statuer sur cette requête, ni même recevoir une réponse à cette requête. De plus, nous n'avions aucune raison de croire que nous aurions besoin de déposer une requête 40 et un jour avant la date d'échéance, afin de préserver notre capacité à continuer de demander la révision de cette décision. Et quant à savoir si la perte d'objet est la bonne façon de voir les choses, je n'ai pas de décision sous la main,
mais je crois que nous l'avons cité dans nos écritures dans l'affaire N-25 à 2120, indiquant qu'il est bien établi dans la jurisprudence de cette Cour que, lorsqu'un jugement final est rendu, cela rend sans objet l'appel des mesures provisoires. La perte d'objet est la bonne approche. Aucun doute que nous nous sommes pleinement prémunis contre la perte d'objet autant que possible. Nous avons maintes fois demandé au tribunal de district de suspendre toute procédure jusqu'à l'issue de l'appel, incluant en banc ou la Cour suprême. Nous n'avons pas demandé un jugement final contre nous au tribunal de district. Je pense que le jugement se confond avec lui, mais je ne pense pas que cela rende l'arrêt sans objet. Et c'est. Donc Mais pour cela, nous allons probablement devoir tenir une audience de plaidoirie. Nous serions heureux de comparaître pour une plaidoirie. Je reconnais que c'est dans une autre affaire, et donc c'est un peu étrange d'en parler ici. Les autres points que je voulais soulever sur la question de savoir si la décision précédente de la formation devrait faire autorité ici, c'est qu'il s'agissait d'une étape antérieure de l'affaire. Donc, N'est-ce pas en tension avec l'argument que vous venez de présenter? Et les décisions de la Cour suprême concernaient des étapes antérieures de l'affaire. Nous étions, donc, la Cour suprême appliquant les facteurs Henken et ou les facteurs Winter à une étape différente de l'affaire. Cela devrait nous lier. Mais ensuite, lorsque nous avons appliqué les facteurs Henken et les facteurs Winter à une étape différente d'une affaire, cela ne devrait pas nous lier. Votre honneur, nous soutenons que la Cour doit tenir compte de l'évaluation par la Cour suprême de la probabilité de succès au fond. C'est pertinent, même si ce n'est pas exactement la question. Le succès effectif sur le fond, que la Cour suprême, intervenue 2 fois, ait tranché pour l'État là-dessus devrait au moins peser, selon nous, dans la décision. Et il en va de même pour notre décision antérieure ici. Elle serait pertinente pour notre décision actuelle. Certainement. Same C'est stuff. simplement qu'elle n'est pas, à titre de précédent, formellement contraignante. Et la décision précédente, que je crois être, est la position adverse, quoi qu'il puisse. Passons à la compétence. Merci, juge. Et donc nous pensons que l'annulation et la résiliation sont toutes deux des déterminations relatives à une prolongation ou à une résiliation du TPS. Donc le sens littéral de détermination est simplement une décision. Le secrétaire a donc pris une décision. Il s'agissait de toute décision, un terme extensif, et cela concernait certainement une prolongation. Une annulation d'une prolongation est une décision relative à une prolongation, et une résiliation est certainement une décision relative à une résiliation. À l'appui de cela, j'attirerai particulièrement l'attention de la Cour sur une disposition de la loi que nous avons citée dans notre mémoire en réplique, la sous-section D3, qui exige que le secrétaire publie un avis de la détermination, qui emploie clairement ce mot au sens de sa décision. Le secrétaire doit publier un avis de sa décision. Et quant à l'argument de la présomption d'usage cohérent que les plaignants ont avancé dans leur mémoire, nous ne pensons tout simplement pas que cela tienne la route comme façon d'interpréter la loi. La sous-section B n'utilise pas le terme « détermination » pour se référer uniquement aux conditions du pays, puisqu'elle couvre également une détermination d'intérêt national. La sous-section B confond constatation et détermination, même s'il s'agit clairement des conditions du pays. Et détermination n'est pas un terme distinctif ou défini dans la loi sur le TPS, qui soit susceptible d'avoir acquis une signification spécialisée. Il est aussi employé ailleurs dans la section 1254 pour viser des sujets sans rapport avec les conditions, comme décider si une personne est éligible au TPS. Nous ne pensons donc pas que la lecture que les plaignants font du terme détermination pour lui conférer une signification spécialisée propre à une sous-section particulière de ce texte, alors qu'il s'agit d'un terme extrêmement courant et qu'il est employé ailleurs dans le texte d'une manière incompatible avec cette signification, tienne la route. Même si le tribunal de district avait raison de dire que cela ne vise que le sous-ensemble de décisions que les plaignants invoquent, les plaignants ne contestent pas ici une procédure générale, ni une pratique collatérale. Ils contestent une décision précise, concernant un seul pays. Ils n'ont cité aucun élément susceptible de constituer une décision administrative finale, et distincte de celle en cause. La mesure qu'ils demandent est l'annulation des décisions. C'est celle qu'a prononcée le tribunal de district. Difficile d'affirmer clairement qu'ils ne cherchent pas un contrôle juridictionnel d'une décision, plutôt qu'une pratique collatérale autonome, comme les questions de garantie procédurale en cause dans M. Scénari. Nous pensons que leur lecture de la loi ne résiste pas au texte même de la loi. S'agissant de la section 1252, F1,
Juste quelques points à ce sujet. Et, d'une part, les plaignants et le tribunal de district, eux, n'ont pas donné de sens au second terme de l'expression enjoindre ou restreindre. Je souligne aussi que l'avis antérieur de la formation a traité la question relevant de la section 1252 F1 comme régie par immigrants de Fandé. Cette décision était en posture 705 et, à ma connaissance, il n'existe aucune décision spécifique concernant la posture de la section 706. Donc, selon la formation, le raisonnement précédent ne couvrirait pas cette partie de la section 706. Pourquoi cela importait-il? Euh, Ce sont deux formes de réparation différentes. La section 705 fixe ses propres critères et ses effets. Mais la Ah. section 705 n'est-elle pas plus? J'ai compris que c'était l'argument du gouvernement au premier tour, semblable à une injonction, qu'à une annulation au titre de la section 706. Votre Honneur, j'ai deux points à soulever. D'abord, une décision section 705 est certainement, en pratique, indiscernable d'une injonction préliminaire. C'est une catégorie très familière. L'injonction visant à maintenir le statu quo. Le tribunal de district a conclu, dans nos écritures postérieures au jugement, que cela comptait bien comme une injonction aux fins de la règle 62 pour la date d'entrée en vigueur du jugement. Cette décision particulière, je pense, joue nettement en notre faveur sur les arguments de la section 1252 F1. L'autre point est que nous avons maintenant la décision du tribunal de district d'exécuter le jugement. Il a conclu que le respect du jugement exigeait que le DHS mette à jour son site web et rouvre effectivement ses portails d'inscription. Donc, même s'il subsistait un doute, au stade des mesures provisoires, sur le point de savoir s'il s'agissait vraiment d'une injonction ou d'une contrainte imposée au gouvernement, les développements ultérieurs rendent l'affaire simple, sans réelle difficulté. La réparation de la section 706 tombe dans l'interdiction 1252 F1. Maître, j'avais une question. Je voulais revenir sur une question que je posais à l'avocat précédent. Que devons-nous faire des nombreuses déclarations faites par le secrétaire, indiquant prétendument une animosité envers le Venezuela? Il m'a renvoyé à l'affaire Trump contre Hawaii. Selon lui, indiquait que nous ne pouvons pas prendre en compte les déclarations faites par le secrétaire et le président, lorsqu'ils n'étaient pas en fonction. J'ai lu cette affaire et je ne sais pas si elle soutient cette proposition. La position du gouvernement est-elle toujours celle-là? Et est-ce l'autorité pertinente? Ou y a-t-il d'autres autorités que vous voudriez que je considère? Ce serait l'autorité principale pour ce point donné. À ce stade de l'affaire, dans cette posture procédurale actuelle, au jugement final, ou plutôt au jugement final partiel, car le tribunal de district n'a pas tranché les griefs d'animosité tirés de l'égalité de protection. Dès lors, je pense que cette question pèse moins qu'au stade de la section 705, quand le tribunal avait accordé une mesure provisoire, en partie fondée sur ces griefs au titre de l'égalité de protection. Bien, supposons qu'il y ait un argument selon lequel la secrétaire a outrepassé son autorité et que la décision était arbitraire et capricieuse. Si la Cour le constatait, je devrais alors prendre en compte ces déclarations, n'est-ce pas? Vous savez, je ne crois pas que cela fasse partie du jugement final partiel du tribunal de district. Et je ne pense donc pas que cela puisse fonder une décision du tribunal de district. Je pense que cela nécessiterait un renvoi, dans cette posture, pour que le tribunal de district se prononce sur ce fondement. Ai-je tort de me souvenir que le tribunal de district a souligné la longue liste de déclarations faites par le secrétaire et le président lui-même au sujet de l'animosité? Votre Honneur, à mon sens, je ne crois pas que la décision du tribunal de district repose là-dessus, ni qu'il ait fait des constatations sur les griefs d'animosité à ce stade. Requête rejetée, pas au tribunal. D'accord. Mais votre réponse finale, si je comprends bien, est que vous vous en tenez à cette affaire. Je pense que nous demanderions la possibilité de déposer des mémoires sur ces questions si la Cour a l'intention de s'appuyer sur des griefs d'égale protection ou des constatations d'animosité. Dans cette posture, je maintiens, et notre interprétation de l'affaire Trump contre Hawaï, selon laquelle les déclarations faites avant que le président n'entre en fonction n'étaient pas pertinentes. Très bien, merci.
Je citerai également l'arrêt Rojan à l'appui de ce point. Également. J'arrive à la fin de mon temps de parole, donc je vais réserver le reste de notre temps. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Je représente le HUC, la Santé Fort Immigration Law and Policy, pour la nationale TPS Alliance et les plaignants individuels. Je commence par les ordonnances de sursis de la Cour suprême ici même. Elles ne font pas jurisprudence, car la Cour ne les considère pas telles à son égard. Sursis, confirmation, refus, infirmation. Nous citons des exemples. Et dès l'ouverture de notre mémoire. Et aucun tribunal inférieur n'a jamais non plus traité les ordonnances de sursis à exécution comme ayant valeur de précédent. Le gouvernement cite une affaire du 4e circuit, Casavis et Trump. Cette décision a été annulée en banc. En regardant l'indicateur Westlaw, je ne connais aucun tribunal disant qu'on puisse traiter ces ordonnances comme présidentielles. Et, au-delà de ça, nous sommes d'accord avec ce que vous disiez, juge Johnston. À ce sujet, vous savez, même lorsqu'ils décrivent les critères Winter, et ce n'est pas exactement Winter, c'en est une variante utilisée comme guide de leur action. Et la logique interne de ces ordonnances ne démontre pas l'absence de compétences pour connaître de ce moyen. Si l'on voulait lire dans les feuilles de thé, difficile. Le deuxième paragraphe de la première ordonnance de sursis suggère une contestation juridique. L'État ne peut pas invalider rétroactivement des documents déjà dûment délivrés. Et c'est un moyen relatif au pouvoir conféré par la loi, ce qui suggérerait qu'au moins les moyens dirigés contre la première ordonnance, tels que vous les aviez décrits la dernière fois, seraient recevables. Je devrais ajouter, ce moyen a été confirmé. Nous avons obtenu gain de cause sur ce moyen dans une requête 705 ultérieure. Il est confirmé dans l'ordonnance de summary judgment ici. Le gouvernement n'a rien dit à ce sujet. Je ne sais toujours pas s'ils estiment qu'il y a compétence sur ce moyen ou non, ni comment concilier le fait qu'ils n'en ont jamais fait appel, ni ne l'ont contesté de quelque manière que ce soit avec leur position juridictionnelle, qui est en complète contradiction avec cela. Au-delà, il y a aussi un grief constitutionnel. On peut supposer que la Cour suprême n'a pas cassé pour incompétence. Il est donc possible qu'il n'y ait pas eu de motif unique. Au fond, plutôt que d'extrapoler, appliquez simplement la loi telle qu'elle. Concernant la vacature, votre honneur, j'étais prêt. On peut en parler maintenant ou plus tard. Je dirais juste très brièvement et ensuite, vous savez, je serais ravi de répondre à d'autres questions à ce sujet si c'est pertinent. Et ce n'est pas une question de compétence, parce que la décision de cette Cour n'était pas sans objet au moment de sa publication. Voilà la règle. Les affaires en banc. Dixon Sérian dit, au moment de la publication, l'affaire est encore pendante. Il n'y a pas de problème d'article. On passe à l'équité. Vous avez, en équité, le pouvoir de retirer votre opinion si vous le souhaitez. Mais leurs mains ne sont pas propres sur ce terrain. Ils ont demandé au tribunal de district d'attendre que le 9e circuit tranche. C'est ce qu'ils ont dit de faire, et l'ont soutenu à l'audience aussi. Si je comprends leur thèse aujourd'hui, ils disent, ce que nous voulions dire, c'est, quand vous jugez, s'il y a une formation en banc, alors, quand elle se réunit, et si elle statue dans un an, attendez la Cour suprême. Cette logique n'a aucun sens, vraiment. Souvent, il est bien vrai que les décisions publiées en référé deviennent ensuite la jurisprudence du circuit. Alors, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas. Quelqu'un, à un moment donné en février, est-ce que ces aspects de l'affaire deviendront effectivement sans objet? Probablement, votre honneur. Et je ne suis pas bien sûr de tout. Mais pour Haïti, qu'elle soit ou non sans objet, ils veulent retirer leur appel de l'ordonnance du tribunal de district, et nous n'avons aucune objection. S'ils le retirent, d'accord. Je comprends. Enfin, je me demande vraiment si c'était sans objet, mais s'ils veulent retirer leur appel, Nous n'avons aucun problème avec ça. Et ils n'ont pas demandé l'annulation de la décision du tribunal de district. De toute façon, ce ne serait pas justifié. Ils ont de même rendu l'affaire sans objet en prononçant une nouvelle résiliation. C'est du massingware. La partie qui provoque la caducité ne peut obtenir ni non-lieu ni annulation. On ne récompense pas celui qui fait disparaître le litige.
C'est la règle. Mais de toute façon, ils n'ont pas demandé cela. Nous n'avons aucun problème à ce qu'ils retirent leur appel, et puis Haïti ne fait pas partie de cet appel ici. Cela fait toujours partie intégrante de cette affaire car nous avons maintenant contesté cette nouvelle résiliation, et de nombreux défauts qui sont en jeu dans cet appel sont également en jeu dans la nouvelle résiliation concernant Haïti. La seule autre chose, je voulais aussi parler de la compétence. Mais il y a une autre chose que je voulais dire rapidement avant d'y venir. C'est que, juge Mendoza, pour répondre à votre question, le tribunal de district cite cette litanie de déclarations dans des extraits à la page 60. Donc c'est un peu plus loin dans la décision. C'est pertinent, certainement, pour rejeter là. Vous savez, requête reconventionnelle en jugement sommaire du gouvernement sur les plaintes pour discrimination. Mais c'est également pertinent pour la prédétermination parce que ce qu'elle montre, c'est qu'il existe un motif distinct et préexistant pour mettre fin au TPS, qui est l'animosité. Et cela est bien sûr pertinent pour la question du prétexte, qui est l'un des motifs de la décision du tribunal de district au titre de la PAIC. Donc, si je peux passer à la compétence, je pense que NTSA, l'avis que cette formation a déjà rendu, fait autorité sur la question de savoir si le moyen tiré du pouvoir conféré par la loi, à savoir le pouvoir d'annulation, vacature, est recevable. Jurisprudence du circuit. Appliquez-la. Ils ne vous ont non plus donné de raison de vous raviser brusquement dans quelques mois. Est-ce que ça change quelque chose que c'était à une étape différente où la question sous-jacente était la probabilité de succès sur le fond? Je ne le pense pas lorsqu'il s'agit d'une énonciation du droit. Si je comprends la jurisprudence du circuit, vous pouvez qualifier votre avis de préliminaire. Dans ce cas, il n'a pas le même effet. Au contraire, vous énoncez simplement des décisions juridiques. Elles sont traitées comme jurisprudence du circuit. D'où ma question principale. L'ordonnance NTSA 2 sur le sursis dans cette affaire est contraignante. Ou non, selon la manière dont vous l'avez comprise? Quoi qu'il en soit, NTSA 1 est la règle du circuit. De votre base légale et jurisprudence citée, rien n'est préliminaire. En partant des principes, ils répètent sans répondre à la question clé. S'ils ont raison, l'État peut-il prolonger le TPS 50 ans, invalider rétroactivement les documents, résilier sans préavis malgré 60 jours? Le Congrès voulait-il rendre ces moyens justiciables ou non? Il me paraît bien évident qu'ils ont dû vouloir les rendre justiciables. Je crois que le gouvernement a laissé entendre, y compris aujourd'hui, que certains aspects des ordonnances et décisions en cause sont juridiquement fragiles. Donc, un tiers pourrait les contester, demander leur annulation sur le même schéma, mais à l'inverse. Et un tribunal pourrait l'ordonner. Pourquoi l'exécutif ne peut-il pas le faire lui-même seul? Donc, c'est la question de fond. La même. D'accord. L'exécutif ne peut pas faire cela parce que la loi prévoit qu'une prolongation ou une résiliation ne prend effet qu'à l'issue de la période de la désignation ou de la prolongation précédente. Et donc la loi prévoit que, une fois une prolongation décidée, elle dure pendant la période indiquée dans l'avis publié au Fédéral Registré. Donc vous diriez que quiconque contesterait, la détermination, les désignations, perdrait sur le fond. Mais en d'autres termes, la question de savoir s'il existe des cas où l'exécutif pourrait juger une désignation non fondée, ce n'est pas l'un d'eux. Oui, je pense que la réponse est oui, votre honneur. Je veux dire, je pense que, comme ce pouvoir d'annulation n'est écrit nulle part dans la loi, nous devons examiner la structure de la loi et son texte pour voir si imaginer un tel pouvoir est incompatible avec le régime statutaire. Le gouvernement aurait pu, par exemple, demander un jugement déclaratoire déclarant clairement cette désignation illégale, présenter les mêmes moyens que vous, mais dans l'autre sens, devant un tribunal. Pourtant, il n'a pas vraiment étayé ses arguments. Ce n'est pas ainsi qu'il a procédé. À la place, il a invoqué un pouvoir implicite, assurément inhérent. C'est vrai, s'il y avait un recours, quiconque recevable, État ou autre, pourrait l'intenter et obtenir cet effet. Mais le gouvernement ne peut annuler une extension. La loi ne l'y autorise pas. Cela dit, on pourrait réserver les cas où le gouvernement invoque que ce que nous avons fait est illégal. Je ne crois pas que la loi le prévoie. Je ne vois aucune base juridique. Mais si cela inquiétait la Cour, elle pourrait dire « C'est une autre question que nous n'avons pas à trancher. » Ils ne l'ont pas soutenue. Et s'ils avaient invoqué une erreur de droit, nous pourrions l'attaquer et dire « Non, vous avez tort. » Vous savez, l'indice le plus proche de cela est ce point concernant la désignation 20 et 1 par rapport à 23.
Comme je l'ai dit, mon confrère a réitéré aujourd'hui. Je ne veux pas y revenir, mais c'est tout simplement faux. Toute personne éligible au titre de 20 et en est également éligible au titre de 23. Peu importe si vous établissez une ou deux périodes d'enregistrement à ces fins. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils ont fait, comme vous l'avez expliqué dans la note de bas de page ici, déjà dans NTSA 1. 2 points de compétence s'imposent. Absent de NTSA 1 et de l'ordonnance de sursis NTSA 2. Essentiel pour le fond est, le cas échéant, pour la Cour suprême. D'abord, le tribunal de district invoque une erreur de calendrier. Pas de consultation avant la décision, ni d'examen sérieux des conditions nationales. Ces griefs relèvent aussi de l'habilitation légale, comme la vacature et l'annulation de documents déjà délivrés. De B3 de la loi. Dans l'examen périodique, le procureur général, après consultation, évalue l'état étranger et décide si la désignation reste justifiée. Ces exigences sont les mêmes. On ne peut ni désigner un TPS pour 50 ans ni annuler des documents délivrés, ni résilier sans préavis. La loi l'impose. Le secrétaire doit consulter et examiner la situation du pays avant décision. Donc vous dites que pendant les 3 jours qu'ils ont eu après la rentrée en fonction, ce n'était pas suffisant? Et s'ils avaient envoyé un email ou reçu des informations, ou je ne sais pas. Constat de fait établi. On parle du fond. J'espère gagner. Mais, quoi qu'il arrive, c'est un moyen fondé sur la loi. D'accord. Le premier chef, au fond, l'arrêt du district constate un fait, P50, selon laquelle la secrétaire a pris la décision de mettre fin avant la consultation. D'accord. Donc c'est contrôlable pour erreur manifeste. C'est contrôlable pour erreur manifeste. Et il y a beaucoup de preuves pour étayer cette conclusion. Vous savez, d'une part, ils ont en fait rédigé une ébauche de documents de cessation sans aucune preuve relative aux conditions dans le pays, puis on dit de le remplir une fois que nous aurons les éléments. La seule preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc, c'est un premier point. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve de contact entre le département d'État et le DHS sur ce sujet, sur cette cessation, avant la lettre de Marco Rubio, qui arrive dans l'après-midi, après 16 heures si je me souviens bien, le 30 et 1 janvier, veille de la résiliation. Cela prouve aucune consultation. Ils doivent prouver. Nous avons une preuve prima facie d'absence de consultation. Tout s'est fait en 6 ou 8 jours. Preuve que la secrétaire a examiné le rapport Biden du 24/08. Il existe des preuves que le document a été soumis à la secrétaire, mais aucune preuve qu'elle l'ait examiné. Le tribunal de district a jugé cela trompeur, car rien n'en est cité. C'est à R52. Ce rapport recommande de prolonger le TPS pour le Venezuela en raison de la répression politique, de l'insécurité alimentaire aiguë et d'autres atteintes. Ces éléments sont pourtant évacués de la décision, de l'avis au fédéral registé. À la place, l'administration ne cherche que des améliorations. C'est ce que montrent les preuves. Et quand elle n'a rien à montrer, parce que la situation s'aggrave sans cesse, elle les écarte et n'en parle pas. Je peux aussi développer le point, mais je veux aborder le 3e point juridictionnel. Un mot bref. L'arrêt California Wilderness précise la consultation. Une loi similaire impose au secrétaire à l'énergie, en concertation avec les États, de rédiger un rapport sur la transmission électrique. Le tribunal y voit l'obligation d'examiner réellement le point de vue des personnes consultées et de consulter de bonne foi. En lisant les faits de cette affaire, l'avis est détaillé. Il y a eu des apports et des échanges. Bien plus qu'ici, juge Mendoza, mais cela reste insuffisant. Pure forme. Quand le Congrès impose une obligation de consultation, c'est une consultation réelle. Idem pour l'examen des conditions du pays. Il n'y a aucun rapport du département d'État. C'est dans l'ordonnance de sursis. Vos honneurs en ont déjà parlé. Aucun rapport du département d'État, ni de l'Office d'analyse et de recherche du DHS. Nous menons d'ordinaire ce type d'examen poussé des procédures. Toutes vos affaires relèvent du contexte interne. Alors, comment savoir si cela s'applique aussi, y compris l'arrêt de la Cour suprême sur le recensement aux relations extérieures ici? J'en donne 2. D'abord, Biden c'est Texas. Dites rester au Mexique. Bien que le gouvernement gagne, la Cour suprême affirme, pour l'admission conditionnelle de demandeurs d'asile à la frontière, la décision relève de la PA et de ses limites. Au renvoi, le Texas pourra soutenir qu'elle viole la PA. La seconde n'est pas frontalière, mais relève de l'immigration. Affaire Rejean, que vous connaissez. La règle d'examiner des alternatives s'y applique, et l'arrêt est annulé. 2 affaires montrent que la PA s'applique ici de même. Litige sur le sens de détermination. Retour à la compétence du 3e moyen. Ce débat vise seulement grief d'écart inexpliqué à la pratique passée et de prétexte. Les 2 premiers relèvent du droit. Annulation, non-consultation.
Décision avant examen. Il est vraiment crucial que la Cour interprète détermination pour examiner nos griefs d'écart inexpliqués par rapport à la pratique passée. Votre honneur, ils hésitent encore à dire si prolonger le TPS 50 en est insusceptible de contrôle. J'ignore leur position, mais il est absurde de croire que le Congrès ait voulu exclure des moyens fondés sur l'autorité statutaire. Vous l'avez déjà dit dans un TSA. Ma question, quelle base textuelle pour les exclure? Leur thèse, toute décision. La détermination vise toute décision liée au TPS. Ainsi, décider que des prorogations durent 50 ans reste une décision TPS. Pourquoi cela ne serait-il pas interdit? Selon eux, pourquoi ces scénarios catastrophes que la Cour suprême juge recevables au deuxième paragraphe de l'ordonnance de sursis échapperaient, alors que nos griefs d'arbitraire seraient bannis? Donc je pense qu'il est plus logique de lier détermination au verbe déterminer. Vous savez, et peu importe l'endroit où il apparaît dans la loi. Et je ne suis pas sûr que ce soit réellement une application de ce qu'ils appellent le canon de l'usage cohérent. Il s'agit simplement de se demander à quoi le mot détermination renvoie dans la loi. Et il renvoie aux choses que la secrétaire détermine. Interpréter la loi de cette manière serait très cohérent avec la façon dont ce tribunal l'a interprété dans des affaires appliquant M-Scenari, Proyecto San Pablo, Immigrant Assistance Project. Et il y a un certain nombre d'affaires de compétences en matière d'immigration, de toutes sortes, dans ce tribunal où vous avez dit que, lorsque des textes emploient un langage plus large, comme toute cause ou demande découlant de, aucune décision ou action, aucun jugement, jusqu'à NACA, décision récente de cette Cour, vous disiez toujours, si le libellé est plus large, ces recours sont écartés. S'il est plus étroit, non. Je vois que mon temps est écoulé. La dernière chose, si je peux, est, très brièvement, votre honneur, il y avait un point sur la question de savoir si nous avons démontré un préjudice pour les membres de la NTSAE. Et, parce que c'est pertinent pour l'étendue de la réparation et pour la manière dont ce tribunal aborde cette affaire. Et je voulais simplement attirer l'attention du tribunal sur la déclaration d'Amelia Garcia, qui se trouve dans les extraits supplémentaires du dossier de 16 à 28, et aussi sur la déclaration de Jos Palma, plus loin, aux extraits supplémentaires 252 et suivants, qui documentent le préjudice grave qui a été causé aux membres de la NTS à bénéficiant du TPS, en particulier des personnes séparées de leurs enfants en bas âge, des familles expulsées, des personnes détenues, beaucoup de personnes détenues. Préjudice national. Annulation. Mais même si ce n'était pas la règle, nous avons des preuves accablantes de personnes dans tout le pays subissant un préjudice catastrophique à la suite de ces cessations et l'ordonnance du tribunal de district est tout à fait appropriée dans sa portée compte tenu du préjudice que nous avons démontré. D'autres questions? Très bien. Merci, maître. Merci. Votre honneur, mon confrère invoque les horreurs d'une interdiction du contrôle juridictionnel, comme une prolongation du TPS de 30 ans. Et nous pensons que l'interdiction de contrôle juridictionnel couvrirait cela. C'est notre position. Et une barrière au contrôle ne produit d'effet que s'il y a une erreur dans la décision qu'elle protège. C'est ce à quoi le Congrès s'attendait en fermant l'accès aux juges. Ce n'est ni absurde ni inattendu. Voilà l'effet d'une telle barrière. Je compare cela à l'absence de vacature quand un contrôle juridictionnel est interdit, que même la partie adverse admet couvrir au moins l'évaluation de fond des conditions du pays. Si la secrétaire n'a pas ce pouvoir inhérent, si la loi l'exclut, une appréciation manifestement erronée demeure, ni juge ni secrétaire ne pouvant la corriger. Donc je pense que c'est la véritable conséquence de l'absence d'un pouvoir d'annulation inhérent. Je vois que mon temps est écoulé. Je serais heureux de parler davantage d'Haïti. Et si le tribunal a besoin d'un mémoire supplémentaire pour déterminer si cela. Je vous donne 1 minute et demie supplémentaire parce que nous l'avons donné à l'autre partie. Donc, s'il y a un point supplémentaire que vous souhaitez soulever. Mais ce n'est pas encore caduc. Elles sont caduques après la cessation du 28 novembre selon l'échéance statutaire ordinaire, ou au minimum le deviendront le 3 février. Marque l'expiration de la prolongation Mallorca. D'accord. J'examinerai d'abord. Si des mémoires s'imposent. J'avais compris que les lettres 28 J nous demandaient de rejeter l'appel, ce qui n'annule pas la décision du tribunal de district. Bien sûr. Le dispositif, en page 2,
doit dire que la Cour rejette la partie de l'appel contre l'annulation partielle et annule la partie correspondante de la décision du tribunal de district, selon Mincingware, étant devenue sans objet avant que la Cour statue. D'accord, j'examine. Merci. Si mémoire nécessaire, ordonnance suivra. Merci. Vous avez fini, maître? Votre temps est écoulé. D'accord. Concluez. Dernier point. Sur les arguments de consultation. Créer un document cadre n'affaiblit en rien la consultation, ni ne prouve un prétexte. C'est conforme au processus décisionnel habituel. Un subordonné rédige avant l'approbation finale du décideur compétent. Je souligne que l'arrêt California Wilderness Coalition a jugé que la consultation incluait le partage d'un projet avec les États. Un projet n'exclut pas la consultation. Merci beaucoup à la Cour pour l'indulgence du délai. Très bien, maître. L'affaire nationale TPS Alliance, c'est Christine Nom est mise en délibéré. L'audience est levée. Merci.
un, 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 five, un, 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 Right, yeah, un, sure, sure, Your Honor. un, 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 un,